Bonjour à tous, puis bienvenue pour ce nouveau webinaire donc, qui vous est présenté dans le cadre de Climat de changement, donc, qui est un projet réalisé avec l'appui financier du gouvernement du Canada. Aujourd'hui, donc, on va parler de l'approvisionnement responsable. Puis, je voulais également vous signifier que le 12 décembre, il y aura le lancement du guide sur l'approvisionnement responsable en économie sociale. C'est un guide qui est élaboré par le pôle de l'économie sociale de l'agglomération de Longueuil. Et ça aura lieu donc, comme je disais, le 12 décembre. Aujourd'hui, on est en compagnie d'une présentatrice et d'un présentateur qui vont donc vous faire leur présentation et qu'on a d'un côté Maude Charbonneau qui est conseillère en approvisionnement responsable à l'ECPAR, donc qui est le réseau d'organisation pour l'approvisionnement responsable. Puis on a également Daniel Quentin qui est chef de division logistique à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc on va commencer avec la présentation de Maude. Puis je voulais aussi vous prévenir que le webinaire est enregistré. Vous allez pouvoir le retrouver donc sur notre page YouTube. Puis, si vous avez des questions en cours de présentation, vous pouvez toujours les poser dans le chat. Elles seront posées à la fin des deux présentations où il y aura en fait une période de questions, puis vous allez pouvoir échanger. Sans plus attendre, je vais laisser la parole à Maude Charbonneau qui va nous faire sa présentation. J'arrête mon partage, puis Maude, c'est à Oui, merci. Donc, est-ce que vous voyez bien le PowerPoint s'afficher à l'écran? vous. Oui, c'est parfait. Parfait. Donc, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'approvisionnement responsable comme levier de décarbonation. Donc, je m'appelle Rose Charbonneau, je suis conseillère en approvisionnement responsable à l'ECPAR, puis j'ai travaillé pendant près de 3 ans dans le domaine des gaz à effet de serre, tout en complétant une maîtrise en environnement. Donc, je m'y connais un petit peu en la matière. Donc, avant de commencer, je voulais quand même vous donner un petit peu de contexte sur l'ECPAR. L'ECPAR, on est un réseau d'organisations qui contribue à la création de valeur par l'achat responsable et le développement durable dans les chaînes d'approvisionnement. Donc, notre réseau compte plus d'une cinquantaine de membres, dont des organismes publics, donc gouvernementaux, du niveau de l'éducation et de la santé, ainsi que plusieurs villes et municipalités et des entreprises privées. Donc, c'est assez diversifié. Juste pour vous glisser un petit mot sur les avantages d'être membre à l'ECPAR, en fait, ça vous permet d'assister à des webinaires et des causeries organisées par l'ECPAR. Ça vous donne aussi des billets de formation gratuits pour nos formations publiques. Ça vous permet aussi de participer à des chantiers. Donc, des chantiers, c'est des regroupements, en fait, autour d'un sujet qui concerne tout le monde. Donc, présentement, on a un chantier sur les émissions de Portée 3, d'ailleurs, à l'ECPAR. Donc, les membres peuvent assister, c'est à peu près 6 rencontres, puis on discute de cet enjeu-là, puis on essaie, avec un besoin commun, de développer un outil ou du moins d'accompagner les entreprises dans leurs enjeux. Puis, on a également le forum Innovation, Solutions et Approvisionnement qui a lieu généralement vers la fin mai. Puis, le forum cette année porte sur les achats sociaux. Également, en devenant membre de l'ECPAR, vous avez accès à une panoplie d'outils qu'on a développés à travers les années. Je vous mets ici l'exemple de fiches d'approvisionnement responsable. Donc, dépendant des catégories d'achats sur lesquelles vous aimeriez vous concentrer, bien, on a quelques fiches qui existent puis qui vous guident, notamment dans l'identification du besoin, puis aussi vous proposent des critères. Là, on va pouvoir y revenir un petit peu plus tard dans la présentation. Outre les avantages membres, l'ECPAR offre aussi des services de consultation. Donc, on fait de manière générale des diagnostics en approvisionnement responsable, un peu pour se faire la tête sur comment est-ce que votre organisme fonctionne, puis pouvoir mieux vous conseiller par la suite. On offre aussi du support pour le développement de politique ou de plan d'action en approvisionnement responsable. On peut également venir former vos équipes à l'interne, puis on peut vous aider dans le développement d'outils spécifiques, là, dépendant de vos besoins. Ça pourrait par exemple être un code de conduite des fournisseurs ou ce qu'on voit de plus en plus, c'est une banque de critères qui peuvent être utilisés par les acheteurs, par exemple. Puis pour terminer sur mon topo sur l'ECPAR, eh bien, on chapeaute le projet du baromètre de l'achat responsable. Donc, à chaque 4 ans, on publie un rapport sur où en sont rendus les organismes en termes d'achat responsable.
Le baromètre, en fait, c'est un questionnaire qu'on envoie gratuitement aux organisations, puis ils peuvent le remplir, puis ensuite, nous, on compile les résultats. C'est également ce qu'on utilise lorsqu'on fait des diagnostics en approvisionnement responsable. Donc, revenons un petit peu plus sur le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, l'objectif de la présentation, c'est de prendre connaissance du rôle des approvisionnements dans votre stratégie de réduction des émissions de gaz à effet de serre, puis d'identifier des ressources qui vous permettent de passer à l'action. Donc, l'ordre du jour que je vous propose, tout d'abord, on va revenir un petit peu sur les émissions de GES issues de la chaîne d'approvisionnement, puis pourquoi, en fait, est-ce que c'est une grande partie. On va ensuite parler de l'approvisionnement responsable en soi, ce que c'est, puis on va survoler quelques ressources là, qui sont disponibles pour vous aider. Donc, pour commencer, les émissions de gaz à effet de serre issues de la chaîne d'approvisionnement. Je ne pense pas que je vais surprendre personne en disant que c'est un sujet qui est très d'actualité. Donc, j'ai quelques statistiques ici qui le démontrent, là. Selon le baromètre 2022 de l'Action climatique, c'est 68 de la population du Québec qui estime que les changements climatiques représentent une menace pour le monde. Puis, parmi ces répondants-là, en fait, 70 croient que les municipalités, les MRC, doivent en faire plus en matière d'action climatique. Puis là, ici, j'ai mis la statistique pour les municipalités, les MRC, parce que je pense que vous êtes la majorité du public cible, mais c'est 84 des personnes qui croient aussi que les entreprises ont leur part à jouer là-dedans, puis 76 pour les gouvernements. Donc, les émissions de GES, peut-être que vous êtes familier avec ce concept-là, mais se divise en trois, en anglais on dit scope, mais je vais utiliser portée ici. Donc, la portée 1, qui est les émissions directes, donc qui sont liées à la combustion de combustibles fossiles, soit dans vos installations ou dans les véhicules de votre organisation. Il y a également les émissions de portée 2 qui, elles, sont indirectes, mais sont liées à l'énergie que vous consommez. Donc, ça peut être, par exemple, de l'électricité. Puis finalement, il y a les émissions de portée 3 qui, elles, sont hyper larges. Donc, on parle de toutes les émissions qui sont liées aux activités qui sont en amont et aux activités qui sont en aval de votre organisation. Donc, l'approvisionnement responsable s'inscrit dans les activités qui sont en amont. Donc, ça touche l'ensemble des activités en amont, mais plus particulièrement deux sphères. Donc, le premier élément qui est l'achat de biens et de services, puis le quatrième élément qui est le transport et la distribution. Puis les émissions de Scope 3, eh bien, sont généralement responsables de 50 à 90 des émissions d'une organisation, donc c'est vraiment pas négligeable. On sait qu'il y a plusieurs organismes qui sont rendus à quantifier leur scope 1 et 2. Bien, si vous avez cette valeur en tête, bien, dites-vous que potentiellement vous avez 50 plus d'émissions liées à votre scope 3. Donc maintenant, si on s'intéresse à l'approvisionnement responsable en soi, eh bien, qu'est-ce que c'est l'achat responsable? L'achat responsable, c'est l'application du développement durable dans les achats. Donc, on va retrouver les trois mêmes sphères du développement durable, c'est-à-dire le côté environnemental, le côté économique et le côté social. Nous, à l'ECPOR, on aime également ajouter une dimension de gouvernance parce que tous les enjeux liés à la corruption, par exemple, ou à la gestion de la concurrence, c'est des enjeux qu'on ne retrouve pas nécessairement dans les trois autres sphères. Donc, on ajoute ici notre petite touche personnelle de gouvernance. Mais si on se fie à la définition des ISO, eh bien, les achats responsables sont des achats dont les impacts environnementaux, socio-économiques sont les plus positifs possibles sur toute la durée du cycle de vie. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est de se dire que ce n'est pas nécessairement juste les moins pires, mais on va aussi s'intéresser à créer un impact positif supplémentaire. Puis, un autre concept intéressant de la définition, c'est le cycle de vie. Donc, j'imagine que plusieurs d'entre vous êtes déjà familiers avec le cycle de vie, mais je vais le repasser rapidement. Donc, dans le cycle de vie, on compte les étapes d'extraction de la matière, on compte la production, la distribution, l'utilisation, puis finalement la gestion de fin de vie. Ici, dans le petit modèle simplifié que je vous présente, eh bien, il y a soit l'élimination ou la revalorisation, puis bien évidemment, on va essayer de se pencher le plus possible vers la revalorisation pour éviter d'extraire de nouvelles matières.
Je voulais faire un petit point aussi sur l'achat local, parce que l'achat local, on a tendance à l'associer beaucoup à l'environnement. Puis, c'est vrai que dans certains cas, ça permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre, surtout en raison du transport. Mais il faut faire attention parce que dans tout le cycle de vie, c'est possible qu'il y ait d'autres impacts qui soient plus importants si on fait, par exemple, un achat local par rapport à un achat qui vient d'un peu plus loin. Donc, à l'ECPOR, on aime bien mettre l'achat local dans l'aspect économique parce que si on n'est pas toujours certain des retombées environnementales, mais une chose dont on peut être sûr, c'est les retombées économiques pour la communauté et la société. Donc, on sait que ça va créer de l'emploi, on sait aussi que ça permet d'augmenter le niveau de revenu puis de dynamiser la région. L'achat responsable, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'on cherche ici à avoir la meilleure valeur par investissement. Donc, on ne s'intéresse pas nécessairement au prix le plus bas seulement, mais on cherche plutôt à obtenir plus de bénéfices pour la dépense qui est effectuée. Donc, on parle vraiment d'un meilleur investissement. Un des outils qui peut être utilisé pour ça, c'est les coûts totaux de propriété. Donc, ce n'est pas un outil qui est spécifique à l'achat responsable. C'est un outil qui peut être utilisé en approvisionnement de manière générale. Peut-être que certains d'entre vous le connaissent déjà. Mais en fait, les coûts totaux de propriété, ça nous permet de prendre en compte pas seulement le prix d'achat, qui est en fait la pointe de l'iceberg, mais également tous les coûts qui sont associés à cet achat-là. Donc, par exemple, s'il faut former les employés, s'il y a de l'énergie à acheter, par exemple, pour faire fonctionner le produit qu'on vient d'acquérir, s'il y a de l'installation, s'il y a de la main-d'œuvre qui est rattachée à ça. Donc, il y a tout plein d'autres éléments qui engendrent des coûts pour notre organisation qui ne sont pas toujours pris en compte au moment de l'acquisition. Puis ça, c'est sans compter des impacts environnementaux et sociaux, là, donc des externalités qu'on peut difficilement quantifier. Donc, le fait de prendre en compte tous les coûts totaux de propriété, bien, ça nous permet de prendre des décisions qui sont plus rentables de manière économique, mais aussi d'avoir une meilleure cohérence environnementale. Donc, de ne pas exclure au premier abord une solution verte qui peut-être coûte plus cher au niveau de l'acquisition, mais qui, sur l'ensemble de son cycle de vie, nous coûterait moins cher, par exemple. Donc, je vous ai mis quelques exemples ici de coûts de totaux de propriété qu'on peut considérer quand on fait un achat. Au moment de l'acquisition, on peut par exemple s'intéresser au coût de la main-d'œuvre, aux assurances, au financement, aux garanties. Pour ce qui est du transport et des emballages, eh bien, ça peut aussi nous engendrer des coûts supplémentaires, la gestion des emballages et le transport. Quand on pense maintenant à l'utilisation, bien, il y a l'énergie, tout ce qui est aussi les consommables qu'on va acheter pour faire fonctionner, par exemple, notre acquisition. Il y a aussi l'installation et le montage. On peut aussi penser à la maintenance, donc toutes les pièces de rechange, les inspections, la main-d'œuvre qui est nécessaire pour faire cette maintenance-là. Puis finalement, en fin de vie, il y a aussi le démantèlement, le transport, la collecte, l'élimination et la vente. Donc, il y a plusieurs éléments à considérer. Outre ces bénéfices, l'achat responsable permet d'autres bénéfices. Donc, la maîtrise des coûts, c'est un peu ce que je viens de vous présenter. En ayant une vue d'ensemble des coûts qui sont associés à une acquisition, on peut aussi anticiper les variations sur le marché. Donc, c'est un élément très positif à avoir. Également, on peut mieux maîtriser nos risques. Donc, si on travaille avec nos fournisseurs, par exemple, à améliorer les impacts sociaux, environnementaux et économiques des produits et services qu'on achète, eh bien, on contrôle mieux nos risques, puis on a moins de risques au niveau réputationnel également. Donc, ce qui m'emmène au prochain point, ça nous permet aussi d'améliorer l'image auprès de nos partenaires et de nos clients. Ça peut aussi nous donner un avantage concurrentiel, donc tant au niveau du produit que l'on vend, par exemple, mais aussi au niveau d'employeurs, parce qu'on sait que la population en général, puis surtout les jeunes, sont de plus en plus touchés par les causes du développement durable. Donc, si notre entreprise prend ces causes-là à cœur, eh bien, ça peut attirer des employés, puis ça peut aussi être bon pour la rétention du personnel. Puis, un dernier point, l'achat responsable, ça crée une ambiance favorable, disons, pour l'innovation et la création de valeur. Donc, en ayant des discussions qui sont pas simplement contractuelles avec nos fournisseurs, eh bien, on peut développer, par exemple, des nouveaux produits ou des nouveaux services qui offrent plus de bénéfices au niveau social, économique et environnemental. Donc,
En approvisionnement responsable, il existe deux approches, donc l'approche produit et l'approche fournisseur. Au niveau de l'approche produit, on va chercher à sélectionner des biens et services qui offrent une meilleure performance environnementale et sociale. Donc, on va vraiment chercher à intégrer des exigences dans nos appels d'offres ou dans nos contrats qui se posent sur les caractéristiques du produit. On pourrait, par exemple, mettre une exigence relative à la consommation énergétique. On pourrait aussi s'intéresser à avoir des matériaux qui sont recyclés ou qui peuvent être recyclés par la suite. On peut aussi demander à ce que les produits nous soient livrés au moyen d'un transport qui est sobre en carbone, par exemple. Puis, au niveau de l'approche fournisseur, eh bien là, ça va être des caractéristiques qui concernent davantage le fournisseur, donc pas nécessairement le produit, mais plutôt le contexte dans lequel ce produit et service-là est réalisé. Donc, on va chercher à les mobiliser puis à sélectionner des fournisseurs qui ont un comportement plus responsable. On pourrait exiger, par exemple, que nos fournisseurs aient une politique de diversité, équité et inclusion. On pourrait aussi, niveau plus GS, leur demander qu'il y ait un processus de recyclage de mis en place ou qu'il y ait un plan d'action en approvisionnement responsable, eux aussi, de leur côté. On pourrait leur demander qu'il y ait une stratégie de réduction des gaz à effet de serre. Puis, si on pense que notre marché est peut-être pas rendu là encore et n'a pas ces éléments-là, on pourrait, par exemple, sur un contrat à long terme, leur demander, bien, au cours du contrat, on s'attend à ce que vous nous présentiez votre stratégie. Donc, ça leur permet eux aussi d'embarquer dans le train puis de développer leur stratégie, par exemple, de réduction de gaz à effet de serre. Maintenant, les ressources. Donc, déjà, avec l'ECPAR, il y a plusieurs ressources qui sont disponibles en ligne. Donc, il y a toujours les formations, les webinaires, les causeries qui sont disponibles en partie gratuitement pour nos membres, mais pour lesquels vous pouvez acheter des billets. Mais il y a aussi des outils et des publications sur le site de l'ECPAR qui sont publics. Donc, ce n'est pas tous les outils, mais ceux qui ont bénéficié d'un financement, souvent, vont être rendus publics. Vous pouvez trouver le baromètre de l'achat responsable, vous pouvez trouver des fiches d'achat responsable, mais je vais y revenir un peu tout de suite, tout de suite après. Il y a également des calculateurs de coûts totaux de propriété, des indicateurs de suivi de performance, des listes de contrôle de réduction de GES. Pardon. Donc, juste pour vous donner un exemple d'une fiche d'approvisionnement responsable, cette fiche-là, c'est une de nos dernières fiches qui ont été mises à jour, puis elle a bénéficié d'un financement, donc elle sera rendue disponible avec le lancement de notre prochain site Web qui arrive dans les prochains mois. Mais là, pour l'instant, celle qui est disponible sur le site Internet est réservée au monde, puis c'est l'ancienne version. Là. Donc, vous avez un peu une exclusivité là, ici. Donc, je vous présente la fiche d'approvisionnement responsable pour les services alimentaires. Par exemple, si votre organisation souhaitait améliorer ses approvisionnements responsables au niveau des services alimentaires, bien, il pourrait aller consulter cette fiche-là. Puis, au début, en fait, il y a un espace où on présente les impacts du cycle de vie de ce service ou ce produit-là. Donc, au lieu de faire vous-même la recherche dans la littérature, eh bien là, vous avez un résumé ici. Puis ensuite, on a une section qui vous permet de vous questionner sur votre réel besoin. Donc, on cherche ici à vous poser des questions sur comment est-ce que vous pourriez vous approvisionner peut-être de manière autre que ce à laquelle vous êtes habitué, puis à planifier un peu votre stratégie d'approvisionnement responsable. Puis finalement, on a une section où on vous présente des clauses environnementales, sociales ou économiques. Donc, c'est des clauses qui sont presque toutes faites, disons, là, dans lesquelles vous pourriez presque copier-coller dans vos contrats ou dans vos appels d'offres. Bien évidemment, on vous suggère quand même de les personnaliser, mais ça vous donne quand même des bons exemples de ce que vous pourriez demander à vos fournisseurs. D'autres éléments qui peuvent être utilisés, c'est les éco-étiquettes. Donc, les éco-étiquettes, c'est des déclarations sur les produits ou dans la publicité qui apparaissent sous forme de logo. C'est sûr que vous en avez déjà vu à quelque part, là, mais il en existe trois types. Donc, soit les certifications qui sont de type 1, les autodéclarations de fabricants qui sont de type 2 et les déclarations environnementales de produits qui sont de type 3. Bon, les déclarations environnementales de produits, c'est un processus assez laborieux. Donc, c'est plutôt rare qu'on va utiliser ça en approvisionnement responsable parce que ce n'est pas tous les produits qui ont ces déclarations-là.
Sinon, l'autodéclaration, c'est quelque chose qui peut être utilisé. C'est sûr que ça a une moins grande certitude que les certifications, par exemple, qui, elles, sont vérifiées par une tierce partie. Donc, je vous en ai mis quelques exemples de différents types. Mais il en existe vraiment beaucoup. Puis je vous invite, si ça vous intéresse, à consulter le répertoire des éco-étiquettes du ministère de l'Environnement du Québec. Donc, c'est un très bon répertoire dans lequel vous allez en trouver une panoplie certaine qui pourrait peut-être être plus appropriée selon les catégories d'achat sur lesquelles vous voulez vous pencher. Puis dans la même optique que ce que je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire l'approche produit et l'approche fournisseur, il existe également des certifications pour les fournisseurs. Donc, ce qu'on vient de voir, c'était davantage des certifications produits. Mais au niveau des fournisseurs, je vous ai mis quelques exemples ici aussi. Donc, on a par exemple Carbo Responsable, la certification Carboneutre Québec, puis de manière plus générale, peut-être un peu moins axée sur les GS, il y a toujours les certifications ISO, B Corp, ou au niveau social, eh bien, on trouve SAI, des certifications aussi spécifiques sur à qui appartiennent les entreprises avec qui on fait affaire. Donc ici, une certification pour les entreprises détenues par des femmes. Puis avant de vous laisser, je voulais aussi vous parler d'un autre outil qui est disponible gratuitement sur le site de l'ECPA, c'est-à-dire tous les rapports qui découlent du projet GES qu'on appelle à l'interne, qui est en fait un projet qui visait à stimuler le transport sobre en carbone par l'approvisionnement, qui a été fait en partenariat avec le ministère de l'Économie et de l'Innovation, la Ville de Montréal et Hydro-Québec. Donc, le rapport complet est disponible seulement aux membres, mais il y a beaucoup de documentation résumée sur le site Internet, notamment les rapports d'état de connaissances sur le transport routier faible en carbone, le laboratoire d'accélération pour le transport sobre en carbone, donc qui est essentiellement des rencontres avec le marché, des synthèses et des recommandations sur l'achat responsable, puis finalement des études de cas. Donc, j'ai parlé un peu rapidement, mais j'espère que j'ai quand même réussi à capter votre attention. Puis, n'hésitez pas là, à me poser des questions à la fin de la séance. Merci. Merci, Madame Charbonneau, pour votre présentation. J'inviterai maintenant Monsieur Quentin à nous partager son écran, puis à faire sa présentation à son tour. Je rappelle, c'est ça que la période de questions sera à la fin, donc gardez bien vos questions si vous en avez. Est-ce que vous voyez bien l'écran? Oui, ça marche. Parfait. Alors, bonjour, merci de cette belle invitation. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter notre politique d'approvisionnement responsable et ses applications à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, ce que nous allons voir, excusez, ça va trop vite. Donc, le contenu de la présentation, on va parler du point de départ, ce qui nous a amené, nous, à pouvoir créer notre politique d'approvisionnement responsable, les mises en chantier, nos orientations de l'approvisionnement responsable, notre politique d'approvisionnement responsable, les implications, les actions prioritaires, les étapes de la gestion d'un actif municipal et les ressources et collaborateurs essentiels. Donc, le point de départ. La stratégie du développement durable 2030, ça, c'est ce qui a amené justement la réflexion au niveau de la ville pour ce qu'on voulait faire dans le développement durable. Donc, engagé dans une véritable transition écologique et animée par la volonté de changement de la population, la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu entend ainsi faire sa part en exerçant son pouvoir d'agir à l'échelle locale pour un impact collectif et global. La démarche de développement durable réalisée avec la collectivité joannaise s'est appuyée sur les objectifs de développement durable issus de l'agenda 2030 des Nations unies. Elle permettra à la ville d'actualiser sa planification stratégique et d'en imprégner des politiques et des plans d'action afin d'être en cohérence avec la vision énoncée dans sa stratégie de développement durable. Donc, il y a eu l'exercice qui s'est fait au niveau de la communauté, qui est parti du projet qui était Apporte ta couleur par une communauté durable. Cet exercice a fait que notre division environnement à la ville a chapeauté ce projet qui a débuté en 2020.
et qui réunissait autour d'une table de travail autant des citoyens, des gens politiques, des unités d'affaires de la région et des employés municipaux également. Et de là, il y a eu beaucoup d'échanges qui s'est fait sur justement c'était quoi la vision qu'on voulait avoir pour faire notre empreinte dans le développement durable. Donc, vous pouvez voir que depuis 2020, il y a eu beaucoup d'étapes qui ont été franchies jusqu'à la mise en place de notre politique d'approvisionnement responsable. Donc, la stratégie du développement durable de la ville, suite à cet exercice-là, a déterminé qu'il y avait 5 mises en chantier. Et dans les 5 mises en chantier, nous, ce qui nous concernait plus directement, c'était l'économie circulaire, ce qui avait été identifié. Donc, dans l'économie circulaire, on a eu des étapes qui ont été mises. Donc, on a établi c'était quoi les atouts, les enjeux et les opportunités. Dans le travail qui a été fait également, il y a eu des chemins de changement qui ont été élaborés. Et ceux qui nous concernent pour aujourd'hui, on parle de la Ville a revu son processus d'approvisionnement pour réduire sa consommation de ressources. Ainsi, le milieu a mis en place une symbiose industrielle sur le territoire. Donc, pour aujourd'hui, on se concentre sur ces deux chemins de changement-là. Ce qui a été établi, on dit que l'engagement de la ville. Donc, comme vous pouvez voir, ce qui est en jaune, plan politique et outils spécifiques. Donc, ce qui a été amené, c'est à développer ou en cours d'élaboration. Nous, dans notre service, on a eu 2 actions, autrement dit, d'implanter une politique d'approvisionnement responsable, ainsi que faire un plan de gestion des matières résiduelles pour les services municipaux. Donc, on a déjà ces 2 activités-là qui ont été ciblées. Alors, la mise en chantier, en 2022, création de services d'approvisionnement. Donc, à la Ville, nous, auparavant de l'approvisionnement, nous étions une division au sein du service des finances. Maintenant, depuis justement 2022, nous sommes devenus un service à part entière. Puis, en 2022, ce qui a été fait suite à ça, c'est une détermination de la planification stratégique. Donc, pour notre service, c'était quoi notre rôle qui allait plus être défini au sein de l'organisation de la Ville. Ensuite, en 2023, nous avons eu l'élaboration du plan détaillé et l'exécution des actions prioritaires. Donc, c'est depuis cette année que nous sommes en action pour amener les changements au développement durable à l'intérieur même de notre organisation. Nous avons ciblé 5 orientations d'approvisionnement responsable sur lesquelles nous voulions être arrimés, dont la stratégie municipale de développement durable 2030, la stratégie gouvernementale de développement durable 2023-2028, notre politique d'approvisionnement responsable, les 12 stratégies en économie circulaire, ainsi que la symbiose industrielle de la MRC du Haut-Richelieu qui a été mise en place cette année. Maintenant, la politique d'approvisionnement responsable a été développée et a été adoptée cette année depuis le mois de mai 2023. Je vais vous faire juste une présentation rapide, sans aller dans le détail de la politique, parce que ça serait assez long, mais vous allez voir que ce qui va être mis en importance, c'est ce qui va nous toucher, nous, au sein de l'approvisionnement responsable. Alors, on parle surtout du développement durable. Ce qu'on parle dans notre politique, c'est on va parler des principes des 3 RV. Donc ça, on l'a inclus dans notre politique. Ensuite, les stratégies sur l'économie circulaire, on en parle. Ensuite, on va minimiser les besoins d'acheter. On va en discuter. On va dire c'est quoi les façons de faire. Le cadre général d'intervention, les principes spécifiques à l'achat responsable, les moyens qu'on va prendre aussi pour tout mettre ça en place, donc la définition du besoin, l'élaboration du document d'appel d'offres, l'élaboration des spécifications techniques durables, les critères d'attribution de contrats en matière de développement durable, la mise en œuvre du processus d'acquisition durable,
la mise en œuvre du processus d'acquisition accessible. Alors ça, vous voyez, c'est déjà beaucoup d'éléments qui touchent l'approvisionnement responsable. Ensuite, on détermine les rôles et responsabilités qui sont en lien avec cette politique. Et ça, c'est très important. Je dirais que c'est la clé maîtresse de la mise en application de cette politique. Ensuite, on a aussi les étapes ce qui touche les règles d'adjudication des contrats. Ça aussi, on en discute dans notre politique et on énumère justement les méthodes qui sont disponibles et qu'on met en place pour l'application de la politique. Il y a beaucoup de choses qui vont toucher des contrats qui sont compris entre 0 et 121 200 $. Donc ça, on parle d'achat direct et entre autres l'achat local ou québécois. Donc ça, on favorise énormément l'achat local. Et un élément qui, je vous dirais, fait qu'on sort du lot dans les politiques d'approvisionnement responsable, c'est l'exemple pour l'achat local. On peut favoriser un commerçant local pour jusqu'à une concurrence de 10%, qui peut avoir son prix plus élevé par rapport à un autre sur le marché, à jusqu'à une concurrence de 10 000. Donc, ça, c'est selon les types de contrats qui vont être octroyés. Donc, ça, c'est quand même un effet marquant que nous, on met dans notre politique et qu'on veut vraiment favoriser l'achat local. Ensuite, il va y avoir aussi ce qui a été mis dans notre politique, c'est ça, les exceptions qui sont en référence avec le règlement de gestion contractuelle et la loi sur les cités civiles. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui permettent justement de favoriser l'approvisionnement responsable à ce niveau-là. Ensuite, gestion des fournisseurs. Justement, on va beaucoup mettre l'emphase sur nous, le fichier fournisseurs. Donc, c'est doté, nous, d'une plateforme pour assurer que tous les fournisseurs locaux peuvent s'y inscrire. Et nous, de là, on peut faire nos recherches pour justement aller chercher des services qu'on a besoin en priorité par nos fournisseurs locaux. Donc ça, c'est une méthode qui est très importante. Et de plus, ce qu'on fait avec nos fournisseurs locaux, c'est exemple, au mois de mars 2024, nous allons faire une journée des fournisseurs où ce que nous allons rencontrer nos fournisseurs locaux pour justement leur expliquer, les aider à mieux faire affaire avec la ville, exemple. Donc ça, c'est une initiative qu'on va mettre de l'avant et qu'on travaille, entre autres, avec la Chambre de commerce du Haut-Richelieu ici à Saint-Jean. Ensuite, nous allons parler de la logistique inventaire de notre politique. On parle de disposition des biens. Donc, les objectifs, méthodologies, procédures, les codes de distribution automatique et les matières résiduelles. Donc, ça aussi, on l'inclut dans notre politique d'approvisionnement responsable. Ce qui veut dire que ce qu'on met en place cette année, c'est qu'on a centralisé, on commence à centraliser la gestion des actifs. Et ça inclut la portion pour la disposition. Alors, tout ça, c'est inclus dans notre politique. Les implications, évidemment, une politique d'approvisionnement responsable, c'est un très bon pas, mais il faut que ça soit appuyé. Et il faut que ça demeure vivant aussi comme politique. Donc, ce qui est important, c'est qu'au départ, nous, on était chanceux parce qu'on a eu beaucoup d'appui, l'appui du conseil municipal et l'appui de la direction générale. Donc, tout le monde allait dans le même sens pour dire que nous devions justement se démarquer au niveau du développement durable et assurer justement qu'on mette en place des mesures nécessaires pour assurer ce développement durable-là et appuyer notre stratégie de développement durable dans le même sens. Ensuite, on a aussi l'appui des services municipaux. Donc ça, pour pouvoir amener le changement, parce que veut pas, ça amène un changement dans l'organisation, de mettre en place tous les mécanismes qu'on met dans la politique. Alors, il faut que nos services à l'interne y adhèrent et puissent nous supporter aussi dans tout ce changement-là. Évidemment, dans les implications, ceci va amener un changement de la culture et des façons de faire. Par exemple, ce que nous, on veut inculquer à l'intérieur de nos services, c'est de dire, maintenant, lorsque tu vas faire l'achat d'un bien, eh bien, là, tu dois déjà réfléchir de quelle façon qu'on va en disposer en fin de vie. Exemple.
Alors ça, c'est un changement de culture, c'est une façon de penser qu'on veut inculquer à l'intérieur de nos services. Ça nous prend un bon plan de communication aussi pour pouvoir amener tous ces changements-là qu'on veut faire. Donc, c'est informer, entre autres, tous les employés de nos services pour qu'ils comprennent bien justement l'importance des changements qu'on veut faire et également la communauté, parce qu'il y a des actions qui touchent la communauté dans notre politique. Donc ça, c'est vraiment important qu'il y ait un bon plan de communication pour que ça soit connu à l'intérieur de la communauté. On a la révision des procédés et des clauses en gestion contractuelle. Donc, en termes d'implication, c'est aussi une grosse étape qui va faire en sorte que nous, dans nos contrats, on va inclure des clauses, exemple, qui vont favoriser les industries qui vont pouvoir démontrer justement que les types de matériaux qu'ils utilisent sont alliés avec un approvisionnement responsable. Donc, ça, c'est des choses qu'on va développer et qu'on va amener dans nos contrats. On a la centralisation de la gestion des biens. Et ça, c'est une clé importante aussi dans le changement. C'est que actuellement, dans beaucoup d'organisations, la gestion des biens est souvent décentralisée. Ce qui fait qu'au niveau de l'organisation, on n'a pas une vision globale de qu'est-ce qu'on a vraiment comme actif et de quelle façon on va gérer l'actif tout au long de son cycle de vie. Alors ça, c'est un exercice qu'on a mis en branle cette année et que nous, notre service d'approvisionnement, on a maintenant la responsabilité de faire cette centralisation de la gestion des actifs et des biens. On a maintenant aussi avoir des procédures standardisées pour les services requérants. Donc, oui, on va amener des changements, mais il faut qu'on accompagne ces changements-là avec des solutions et des méthodes qui vont être simples pour tout le monde, accompagnées de procédures qui vont être claires. Alors, ça fait partie du travail qu'on doit faire. On a également des plans de formation. Donc, on doit former nos gens à l'interne, en commençant par les gens de notre service qui sont directement impliqués dans la mise en place de cette politique-là, mais également tous les gens de l'organisation pour qu'ils comprennent bien c'est quoi les impacts du changement. Qu'est-ce qu'on amène? Qu'est-ce qu'on veut favoriser, entre autres, dans le développement durable? Et le dernier point qui est être exemplaire. Ça, c'est la clé, je vous dirais, de tout ce qu'on veut faire, la mise en place. Et être exemplaire ne veut pas dire que toutes les solutions ou toutes les nouvelles initiatives que vous voulez mettre en place sont déjà toutes en place et que tout fonctionne comme on le souhaite dès le départ. Être exemplaire, ce qui veut dire avant tout, selon moi, c'est qu'on doit démontrer qu'on est dans l'action pour mettre en place justement des nouvelles mesures qui vont favoriser le développement durable. Et si on y arrive, justement, on doit le faire à l'interne de l'organisation, être exemplaire à ce niveau-là, car si on veut être en mesure d'influencer la communauté à amener des changements, il faut que nous, comme service, comme organisation, on doit être exemplaire dès le départ. Donc ça, ce sont vraiment les principales implications que ça amène de la mise en place d'une politique d'approvisionnement responsable. Ensuite, on a établi des actions prioritaires. Donc, la première était évidemment de mettre notre nouvelle politique d'approvisionnement responsable, qui a été mise en jour cette année. Ça, c'est fait. Formation sur le développement durable et l'économie circulaire, comme je viens juste de mentionner. On a commencé avec les gens de notre service, mais là, on va avoir des projets, entre autres, au niveau de l'organisation pour 2024, pour justement former tous les employés. Ensuite, nous avons centralisé la gestion pour la disposition des biens et des matières résiduelles. Ça aussi, on a débuté ça et on y va progressivement parce que c'est un gros chantier. Ça, on a beaucoup d'efforts et beaucoup de travail à faire dans ça, mais somme toute, jusqu'à maintenant, ça va très bien. On a un bon plan, ça suit son cours, puis les objectifs qu'on se fixe sont réalisables. Mise en place des programmes de récupération. Donc, ce qu'on a fait, nous, cette année, pour justement démontrer qu'on était dans l'action, c'est qu'on est allé chercher ce qu'on appelle les quick wins.
Autrement dit, on a mis en place le programme Ici, on récupère. Donc, ce qu'on a fait, c'est que il y a beaucoup de programmes qui existent, exemple, pour la récupération des piles usées, la récupération des fluorescents, on a la récupération de la peinture usée ou usagée, ensuite la récupération des CAP arrière. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a centralisé cette gestion-là à l'interne chez nous et ça devient un programme qu'on a appelé Ici, on récupère. Alors, périodiquement, on met en place ce jeu de nouveau programme-là et ça fonctionne bien, je vous dirais, jusqu'à maintenant. Nouvelle plateforme centralisée de la gestion des actifs. Donc, ce que l'on souhaite, c'est d'avoir justement un outil qui va nous permettre de, lorsqu'on fait l'acquisition d'un actif, de pouvoir le suivre tout le long de son cycle de vie. Et justement, qui va être en lien avec l'économie circulaire, que je vais vous parler tantôt. Donc ça, on prévoit ça pour 2024-2025. On travaille là-dessus. Analyse des flux de matière par service. Ça, c'est le plus gros chantier qu'on doit se faire, nous, actuellement, pour être en mesure d'établir les bonnes procédures et être en mesure de fournir les ressources adéquates pour ce que chaque service à la ville va générer en termes de matière résiduelle, par exemple. Bien, là, on doit faire l'exercice de faire le tour de chacun de nos services et d'être capable de cibler qu'est-ce qui est généré comme matière résiduelle par chacun de ces services-là. Et par la suite, bien, c'est d'être en mesure de cibler quelle sera la meilleure méthode de bien gérer ces matières-là par la suite. Donc ça, on commence le projet possiblement 2024-2025. Ensuite, on va pouvoir arriver à faire la rédaction d'une procédure sur la gestion et la disposition des actifs des matières résiduelles. Donc, pour faire ça, évidemment, il faut qu'on puisse être capable de déterminer comment on doit bien disposer et gérer nos actifs. Donc, ça serait pour 2025. Pour nous faciliter la tâche dans les applications, on s'est creusé la tête au niveau de l'économie circulaire, surtout quand on veut appliquer les 12 stratégies d'économie circulaire au niveau municipal. Au départ, on s'est questionné sur comment on peut l'appliquer, parce que le schéma des 12 stratégies d'économie circulaire, tout le monde souvent va le reconnaître, mais lorsqu'on le regarde, pour faire la mise en application, des fois, c'est pas aussi clair que ça pourrait paraître. Donc, ce qu'on a fait, c'est que pour nous, on s'est dit, OK, on va faire des étapes qui vont inclure le cycle de vie, si on veut, d'un bien. La première étape qui était l'acquisition et approvisionnement responsable. Par la suite, il va y avoir l'étape qui est en cours de vie. Et la dernière qui est la disposition. Donc, actifs et matières résiduelles. À chacune de ces étapes-là, on est allé, si on veut, comme brancher les stratégies de l'économie circulaire qui peuvent s'appliquer à chacune de ces étapes-là. Donc, si on prend ici pour l'acquisition, ben, vous avez les co-conceptions, consommation, approvisionnement responsable, l'optimisation des opérations et l'économie de fonctionnalité. Ensuite, en cours de vie, vous avez l'économie collaborative, la location, entretien et réparation, reconditionnement. Dans la disposition, dons et revente, recyclage et compostage, valorisation et l'écologie industrielle. Donc, vous pouvez voir, les 12 stratégies sont justement associées à chacune des étapes. Et nous, le travail qu'on doit faire, et c'est pour ça qu'on se donne aussi jusqu'en 2030, c'est que pour chacune de ces stratégies-là, on doit cibler des actions que l'on peut mettre en place pour justement s'assurer qu'on va toucher à la stratégie d'économie circulaire. Des ressources et des collaborateurs essentiels. Vous voyez, ça, c'est la liste de tout ce qu'on a découvert comme ressources qui étaient disponibles dès le départ. Donc, dans mon cas, c'est depuis janvier 2023 que j'ai commencé à travailler sur, justement, mettre en place notre stratégie de développement durable à la ville. Et je ne suis pas un expert en environnement. Et de là, il fallait que j'aille chercher justement des bonnes ressources qui avaient des connaissances, qui pouvaient nous accompagner pour justement tout mettre en place ce qu'on voulait faire dans la stratégie. Et comme vous pouvez voir, il y en a plusieurs.
Et pour moi, je vous dirais que c'est la liste de tous mes nouveaux amis que j'ai depuis 2023. Alors ça, j'en suis très fier et très heureux parce que je peux vous dire que ce sont tous des organisations qui ont beaucoup de connaissances, de compétences qui se complètent un et l'autre. Et souvent, si vous allez dans les colloques, entre autres, vous allez voir que sont souvent sur les colloques parce que ils collaborent tous ensemble sur divers projets. Et c'est très essentiel. Donc ça, ce sont mes nouveaux amis 2023 et je vous les recommande si vous ne les connaissez pas. Vous pourriez justement être surpris de toutes les connaissances qu'ils peuvent vous amener et l'aide qu'ils peuvent vous apporter aussi pour amener mettre en place toutes vos initiatives. Alors voilà, j'ai fait le tour de la présentation. Donc, on va rester pour les questions s'il y en a par la suite. Merci. Merci beaucoup, M. Cordon.